Amis des oscilloscopes, bonjour. Je vous l'avais déjà annoncé, Siglent m'a confié un de ses derniers modèles, le SDS 1104XE, pour que je puisse vous présenter. Alors je vous avais déjà présenté, on va dire, son petit ou grand frère, hein, ça dépend comment on le voit, le SDS 1202, un deux voies. Et on va voir que c'est des oscilloscopes qui font partie de la même famille, ce qu'ils appellent en gros la famille SDS 1000XE. Mais on va voir qu'il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Alors, regardons cela. Alors allons-y pour un petit unboxing. Tiens, ça faisait longtemps, c'est le premier de 2018. Donc voilà le carton que j'ai reçu de Siglent. Voilà. Et à l'intérieur, on a, comme d'habitude, cet emballage qui est vraiment bien étudié pour bien protéger le système du transport. Alors on a ici un câble d'alimentation standard avec prise française. Donc ici l'engin, on va regarder ça de façon plus détaillée. Un câble ici USB AB qui permettrait de brancher l'oscilloscope sur un ordinateur. Et ici, comme on peut le voir, 4 sondes, ce qui est assez logique avec un oscilloscope 4 voies, ma foi. Et ici cette pochette qui contient un manuel Quick Start. Et voilà. Alors regardons rapidement l'engin. Ce qu'on peut voir ici, c'est que, alors déjà il est relativement assez lourd, et ça c'est plutôt une très bonne chose, parce que justement tous ces engins qui n'ont pas tellement de profondeur, ça fait que voilà, qu'on voit que quand on manipule ici les boutons, et voilà, ça fait plutôt bien. Et le fait qu'il soit lourd, je veux dire, pour moi c'est un avantage, alors peut-être pas simplement pour ceux qui le transportent. Alors on retrouve ici donc cet écran là qui est plutôt assez grand, les différentes commandes. Alors déjà ce qu'on peut voir par rapport par exemple au modèle de voix, c'est que les réglages des voix Y se font via ici ces boutons. Alors ça c'est un grand classique, quand on a 4 voix, ça nécessiterait d'avoir vraiment beaucoup de place sur la face avant si on veut avoir les réglages séparés de chaque voix. Ici le principe c'est que on choisit d'abord la voix sur laquelle on veut travailler, et derrière on la règle ici. Bon, c'est pas à mon avis quelque chose de genre. Alors c'est vrai que si on est sur la voix 1 et puis on veut changer la voix 2, ça oblige d'appuyer d'abord sur 2 pour le changer. Maintenant, j'y vois pas quelque chose de vraiment rédhibitoire. Alors on verra tout à l'heure un petit peu les différences avec le modèle L1202X que je vous avais déjà présenté. Ce qu'on peut voir ici rapidement, c'est qu'il y a cette prise là qui permet éventuellement, c'est une option là pour le coup, de brancher un analyseur logique. On voit aussi qu'il n'y a pas d'entrée synchro extérieure. Alors l'idée c'est que, si on veut une synchro extérieure, on va être obligé de sacrifier une des voix, sachant qu'on peut l'utiliser en synchro extérieur même si on ne la voit pas. Donc si on a besoin de ça, voilà, ça prend une voix. Maintenant, il faut reconnaître, je pense pas pareil que ça soit très gênant. D'abord parce que souvent on veut synchroniser sur quelque chose et pouvoir le voir, c'est pas plus mal. Et en même temps, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, 4 voix, c'est quand même relativement rare qu'on ait besoin des 4. On a ici bien sûr cette prise USB là qui va permettre de brancher soit une clé, soit on verra plus tard un générateur de fonction ou des choses comme ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve ici bien sûr la date de calibration. Là ici l'endroit pour mettre la prise d'alimentation. Et ici, on retrouve la prise LAN. Ici, la prise USB, donc quand on le pilote à partir d'un ordinateur, on voit que c'est une prise B. Et alors ça, quelque chose qui est vraiment sympa, je trouve, c'est qu'ils ont mis une deuxième prise USB, qui est un peu la même que celle qu'il y a devant. Et ce qui permet, si par exemple on veut brancher un gêné ou quelque chose, d'abord de laisser la prise libre devant pour une clé USB ou autre chose, et puis surtout de ne pas encombrer la face avant, donc ça c'est plutôt bien. Et on voit ici cette sortie qu'on avait déjà sur l'autre, qui permet d'utiliser la fonction Paste File, ou éventuellement de voir le top de synchronisation. Donc voilà pour ça. Alors on trouve aussi bien sûr toujours ces pieds ici qui permettent éventuellement de l'incliner un petit peu. Alors on va le brancher puis on va juste faire un premier démarrage. Voilà, alors on va faire une première mise en route. Alors on retrouve ici, comme sur l'autre, ce système qui fait que dès qu'il est branché sur le secteur, en fait il est en veille. Et on a ici
Système qui clignote doucement là pour montrer qu'il est, je veux dire, branché. Alors c'est vrai que moi personnellement j'aime pas trop ça, parce que ça les arrête pas vraiment. Enfin bon, c'est comme ça. Donc là on voit quand il démarre, il y a un autotest de tous les voyants. Ici il affiche le logo Siglent sur l'écran. Et voilà, on entend d'autres petits bruits de relais, un bip, et voilà. Bon, on voit que le temps de démarrage est tout à fait correct. Hein. Ici, on peut noter qu'il est extrêmement silencieux. On entend un très léger bruit de ventilateur, mais vraiment pas gênant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On retrouve après, voilà, là, les différentes informations. Alors, pour info, ici, hein, déjà, on peut regarder la version du software. Hein, on le voit ici, voilà. Donc là, il est en version 7.6.1.12. Alors, il y a bien sûr hein, des fois des mises à jour. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site Siglent, voir si parfois il y a des mises à jour disponibles. Enfin là, voilà, je vous montre cette version-là pour vous montrer que c'est sur cette version-là que je vais baser ici ma vidéo. Bien sûr, la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de calibrer et de préparer chaque sonde. Alors, on va déjà regarder rapidement. Donc là, j'ouvre ici les sondes. Alors qu'est-ce qu'il y a dans chaque sonde? C'est quelque chose de très classique. Bon, il y a une petite dock, il y a la sonde en elle-même. On peut voir, hein, voilà, c'est une PP 510. Voilà, quelque chose de très très classique. Bon, le fil est assez souple hein, et assez long. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité. D'ailleurs, de façon générale, on retrouve ici au niveau du toucher des boutons, des différentes commandes, vraiment quelque chose qui est très proche de la qualité du modèle que je t'avais déjà présenté et qui est vraiment très bien, hein, là-dessus il n'y a rien à dire. Je rappelle que quand on met des sondes ici en position x10, la première chose à faire en effet c'est de les calibrer. Ici, voilà, hein, ce qui se fait en tournant. Là, ici, on voit le petit ajustable. Ici, appuyé Auto Setup, qui permet de laisser l'oscilloscope choisir automatiquement les meilleurs réglages. Et là, on voit en effet que la sonde n'est pas compensée. Ce qui est logique, hein, vu qu'elle est toute neuve. Et donc là, avec le petit tournevis ici qui est fourni, hein, je rappelle, hein, c'est pas le but de la vidéo, de régler ici, voilà, de telle façon à ce que les paliers ici soient le plus plat possible. Voilà, on peut même zoomer un petit peu là, voilà, pour avoir là le réglage le mieux possible. Donc là, on peut voir que la sonde est parfaitement compensée ici. Il n'y a aucun problème. Alors pour info, hein, c'est aussi livré, comme on peut le voir, comme d'habitude, avec ces petits anneaux de couleur. Hein, donc là, bien sûr, ça va permettre de repérer les sondes. Hein. Il faut mettre les anneaux de couleur sur les sondes des deux côtés des connecteurs, et ici sur la sonde. Donc ça, c'est vraiment pratique, parce que ça permet de repérer la sonde, et bien sûr, ça correspond à la couleur de la trace. Donc ça, je vous conseille de les mettre. Voilà, puis en même temps, une fois qu'on a réglé les compensations, tant qu'on ne les change pas de scope, normalement, il n'y a pas besoin que ça bouge. Et on voit aussi qu'on a ces deux petits adaptateurs, voilà, un jaune là, qui se mettent à la place de l'embout, qui permettent de toucher facilement en évitant les courts-circuits. Et ce petit ressort, hein, j'y reviendrai un jour dans une autre vidéo, hein, qui permettent d'avoir des mesures dans certains cas qui minimisent en fait l'effet du fil de masse ici qui est un peu plus long. Donc voilà, donc là il faut faire ça pour chaque sonde. Une fois qu'on a mis qu'on a fait ça pour toutes les sondes, déjà ce qu'on peut voir c'est en gros les caractéristiques principales donc de ce modèle. Donc comme je l'ai dit, il a 4 entrées. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est sa fréquence d'échantillonnage. Comme on voit ici, c'est 1 giga sample seconde, mais comme on le voit très souvent, si à un moment donné on partage entre deux voix, on passe à 500. Donc en fait, en gros, il a deux voies comme ça. C'est-à-dire que si, par contre, j'utilise par exemple la 1 et la 3, voilà, hein, là on va dire que j'enlève celle-ci, là on retombe bien ici à 1 giga. C'est-à-dire en gros, le couple de voix 1-2, c'est 1 giga ou 500 selon le fait qu'on utilise un des deux, et pareil pour 3-4. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir, c'est que si à un moment donné, vous avez besoin que de deux voix, il ne faut surtout pas utiliser la 1 et la 2. Il faut utiliser la 1 et la 3. Parce qu'à ce moment-là, on conserve ici
une très bonne fréquence d'échantillonnage. Voilà, si à un moment on ne veut avoir qu'une voie, on revient ici comme ça. Donc ce modèle, il existe avec deux bandes passantes. Le 1104 qui est donc de 100 mégas ici, et il existe aussi un 1204 de 200 mégas. Celui que je vous avais montré, c'était un 1202. On voit bien que le deuxième chiffre, c'est la bande passante, on va dire, et le dernier chiffre, 4 ou 2, c'est le nombre ici de voies. J'ai demandé à Siglent, il ne propose pas d'upgrade, je veux dire, passer du 1104 au 1204. C'est deux modèles différents. Il n'y a pas possibilité de changer la bande passante. Donc ici, pareil, il y a deux fois 14 mégapoints de mémoire partagés donc, entre le couple 1,2 et 3,4. Il a une très bonne sensibilité verticale, ça descend jusqu'à 500 microvolts de division. Alors bon, bien sûr, dans ces cas-là, il y a quand même pas mal de niveaux de bruit, mais enfin c'est plutôt bien. Alors, il y a toujours, ça je vous l'avais déjà montré dans le modèle 1202, le système de mémoire partagée et le système d'historique, qui à tout moment permet d'avoir un historique et mémorise en gros tous les balayages, donc ça c'est plutôt sympa. Alors, ce qui est intéressant, par contre, ils ont rajouté ici une fonction qu'on peut voir ici de cherche, qu'il n'y avait pas sur l'autre, qui va permettre, une fois que c'est mémorisé, justement d'aller à l'intérieur des échantillons mémorisés pour faire des recherches qui, en gros, ça ressemble un petit peu au trigger. La seule différence, c'est que si c'est un événement qu'on a mémorisé et qu'on n'a plus, on peut travailler dessus et faire des recherches. Alors ça, il n'y avait pas, donc c'est un peu une nouveauté. On retrouve bien sûr toutes les fonctions ici de mesure. Voilà, ici, que l'on avait déjà vu. Donc ça fonctionne très bien. On peut aussi éventuellement, on le voit ici, avoir là des statistiques. Voilà, ça on l'avait déjà vu, qui vous montre les différentes évolutions. Donc ça c'est plutôt bien. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant. Alors, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais ce qui s'appelle le bot plotter. En gros, alors, analyseur de réseau, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on va voir que ça va permettre de créer, de visualiser directement la réponse en fréquence et en phase d'un système. Et ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors, il a, comme on l'a vu derrière, la possibilité de se connecter en USB ou en LAN sur un PC. Et ils offrent, ça c'est aussi une option, mais qui peut être intéressante, c'est une sorte de dongle qui le fait fonctionner en mode Wi-Fi. Alors ça c'est plutôt bien, parce que souvent, ce qui est très chiant en effet, c'est de tirer un câble. Et alors ça c'est un petit dongle qu'on peut acheter, mais c'est optionnel. Il fait directement au serveur web, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est en Wi-Fi, on peut se connecter dessus, on va dire directement au web. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors on peut y brancher aussi, optionnellement, c'est pareil, il n'y avait pas du tout d'option dans le modèle 12.0x, là il y en a quelques-unes, mais c'est on va dire plutôt des options hard quelque part. On a la possibilité de brancher dessus un générateur de fonctions, qui se branche sur justement une sortie USB et qui permet donc d'avoir aussi ce générateur, sachant que quand on utilise le système de pilotage là, de bot dont je vous ai parlé, on peut utiliser soit ce générateur de fonctions, mais a priori tous les générateurs de fonctions de la marque Siglent. Donc ça on y reviendra. Et pareil, on peut, alors c'est pareil, c'est aussi une option, donc brancher ici jusqu'à un analyseur logique 16 voix, qui a priori n'est pas encore disponible d'après ce que j'ai vu, mais qui se branchera ici et qui le transformera, comme je vous en ai déjà parlé, en mix mode oscilloscope. Ce qu'on peut voir aussi, c'est en gros quelles sont les différences entre ce modèle ici et celui que je vous avais présenté. Déjà, ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est qu'il y a 4 voix au lieu de 2 pour l'autre. Là, sur ce modèle-là, c'est 100 MHz, l'autre était à 200 MHz. Il n'y a bien sûr pas l'entrée trigger, on en a déjà parlé. Ici, par contre, le sample rate est le même, mais je veux dire, sur les 4 voix, quand même, ils ne se partagent pas. Ce qui fait qu'on garde, en fait, un peu le même niveau au niveau échantillonnage que le de voix. Celui-ci, comme j'ai dit, il a la fonction recherche, qu'il n'y a pas sur l'autre. Il a aussi, ici, ces boutons ici de navigation. Comme on le voit ici, par exemple, ça permet de automatiquement, ici par exemple, là c'est ce qu'ils appellent dans le time, c'est-à-dire en fait ça décale automatiquement le scroll. Bon après il y a plusieurs façons ici, c'est pareil, on y reviendra. La différence bien sûr c'est qu'il y a aussi ce système de traceur de courbe et de générateur intégré, qu'il n'y a pas. Il y a aussi le serveur Wi-Fi.
Donc, comme on peut le voir, en fait, il y a quand même pas mal de différences. C'est bizarre, d'ailleurs, quelque part. C'est que ça fait partie de la même famille d'instruments. C'est les SDS, quelque chose X-E. Ils partagent quand même pas mal de choses, qu'on retrouve bien quand même des tas de réglages ici, des tas de choses qui sont quand même identiques. Mais voilà, on voit que sur ce modèle 4 voies, il y a quand même des différences assez marquantes et qui valent le coup d'être notées. Donc voilà, hein, là par exemple je l'ai branché sur un générateur sinus. Hein, on voit que voilà, on retrouve vraiment tout ce qu'on avait vu. On regarde ici le mode roll, ici, hein, qui fonctionne bien. Alors bien sûr plutôt avec des fréquences plus basses. Voilà, hein, je rappelle que ce mode roll, là, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, qui permet de le faire marcher en fait un petit peu comme un enregistreur graphique papier. Alors c'est surtout intéressant pour des signaux, on va dire, à relativement basse fréquence, mais ça c'est plutôt sympa. Il a aussi bien sûr toujours le mode XY. Alors sinon, on va aussi par contre trouver tous les décodages ici de bus, hein, tous les protocoles, hein, I2C, SPI, UART, CAN, LIN. Alors ça c'est bien sûr aussi quelque chose d'intéressant. Je ne l'avais même pas encore montré sur l'autre. Enfin après, là pour le coup c'est à peu près la même chose, donc je vous le montre sur celui-là, ça changera pas. Pour info, au niveau de dimension, je viens de vérifier, c'est exactement la même taille. Celui-là me semble un peu plus lourd que l'autre, mais je veux dire sinon au niveau dimension, c'est exactement pareil. Alors quelque chose qui est aussi très intéressant ici, c'est qu'on retrouve par exemple hein, ce qu'on avait vu, là, cette gestion ici des couleurs, cette gestion ici de la persistance. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Pour finir sur un exemple concret, on va voir un petit peu justement un petit peu ces touches Navigate ici et History. J'ai un signal ici de 100 kHz hein, qui est modulé en fréquence. Alors bien sûr si on le voit comme ça, bah, ça bouge relativement vite et c'est pas très stable. Donc si à un moment donné je m'arrête, c'est-à-dire que je fige ici l'affichage, il a gardé comme on peut le voir ici 404 frames ici en position. Alors ce qu'il y a maintenant, c'est que voilà, on peut le faire avec ces touches ici, voilà, redéfiler. On peut régler ici la vitesse de défilement, hein, c'est en fait plus ou moins rapide, hein, c'est-à-dire qu'ici, voilà, on voit que selon le réglage ici, ça défile, on va dire, plus ou moins vite. Voilà. Et en gros, ça permet voilà, de regarder quelque chose comme ça au ralenti par rapport à tous les balayages ici qui ont été faits, sachant que c'est dans un sens ou dans l'autre, à tout moment on peut l'arrêter. Voilà. Ça revient hein, encore une fois à un magnétoscope qui aurait à un moment enregistré tous les balayages et après on peut regarder donc ici avec du ralenti et là voilà on voit que quand c'est en vitesse réelle c'est pas très simple de voir ce qui se passe hein. On voit ça, on se dit bah, c'est quoi ça, alors que là bah, voilà, on le voit ici au ralenti, on voit bien ici que c'est une modulation de fréquence. Donc voilà hein, pour cette présentation. Alors déjà, quelque chose qui est très intéressant, sur la chaîne EVblog, il y a un gars qui a fait une analyse vraiment très très poussée avec beaucoup de mesures de ce modèle. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et il a fait en fait, alors c'est sous forme de PDF, c'est plutôt très bien fait. Vraiment une étude, on va dire, bien poussée, des qualités et aussi des défauts hein, de cet appareil. Je vous laisse le regarder. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est en anglais. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que sur ce modèle-là, comme celui-ci, hein, le 1202, globalement, le rapport qualité-prix est excellent. Ça reste des appareils, je veux dire, pour moi, qui sont vraiment de bonne qualité et intéressants, sachant que, bah, c'est comme tout, il y a des choses qui sont perfectibles. Par exemple, là, et si vous le lisez, vous verrez que particulièrement les modes XY, hein, de toute façon, c'est quelque chose qui n'a jamais été trop bien géré sur les oscilloscopes. Sont pas top. Et de même, hein, sur la même chaîne hein, de Dave, là, Vblog, vous verrez aussi, si vous voulez regarder un petit peu l'intérieur, il y a toute la vidéo qui vous montre, je veux dire, l'intérieur de la bête. Enfin bon, moi je fais pas trop ça, je pense que ça n'a pas un énorme intérêt d'aller voir des circuits intégrés sur des plaques. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de voir la vidéo, c'est pareil, je la mettrai ici en lien. Maurice, Maurice, tu poses la question finalement, lequel faut prendre? Ah, ça c'est une très bonne question. Si on regarde bien, maintenant, dans cette famille, on va se retrouver avec trois modèles. Le 1202X que je vous ai montré là, le 1104 que je vous ai montré et le 1204. En gros, entre celui-ci, le 2 voies et celui que je vous ai montré, il y a à peu près 100 € d'écart. Ça veut dire que pour 100 € de plus, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 2 voies en plus et comme on le voit, quand même d'autres possibilités. On peut quand même considérer que ce modèle-là, c'est ce que fait le 1202, hein, on va dire, avec quand même des trucs en plus. Et alors, c'est vrai qu'il a une bande passante un peu plus basse. Et en effet, après, il y a le modèle 1204, hein, mais alors lui, c'est de 200 € de plus. Enfin, on va dire 300 € de plus que celui-ci.
alors, bah, si vous pouvez vous l'offrir, prenez celui-là. Mais enfin bon, c'est quand même pas, je veux dire, c'est quand même un investissement qui peut être important pour un amateur. Donc voilà, entre celui-ci, bah, moi je dirais quand même que qui peut le plus un peu le moins. Si vos moyens vous le permettent, prenez plutôt le 1104, hein, mais ça vous coûtera 100 euros de plus que celui-ci. Si vous avez quand même pas un énorme budget et que vous pouvez quand même vous offrir celui-ci, ça reste, hein, et je l'avais déjà dit dans ma vidéo, vraiment un excellent choix. Donc encore une fois, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi on a réellement besoin et bah, quel budget on a. Hein, ce qui est sûr, hein, c'est que quel que soit, enfin, tous ces modèles, pour un amateur, je pense que c'est quand même un, enfin, je veux dire, ça correspondra à tous les besoins qu'on peut avoir en électronique généraliste et vraiment avec un excellent rapport qualité. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, hein. Donc on en fera d'autres, hein. On regardera plus en détail certains trucs sur ce scope. Merci beaucoup de votre attention. Que le grand Dieu des oscilloscopes veille sur vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.